L'aventure de la presse yiddish. Une série de 15 émissions proposées par Henri Minzeles et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série réalisée avec le concours de la Fondation Doron. Henri Minzeles, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la presse yiddish en Israël et dans les autres centres du monde juif. Si vous voulez bien, je pense qu'il faut inverser les facteurs, c'est-à-dire de commencer par les autres centres et finir par Israël. C'est tout à fait normal. Alors, les autres centres, je vais les citer dans le désordre, en disant au préalable, avant d'en parler, qu'il y a des lieux où le yiddish n'a pas pu apparaître, où le yiddish n'a pas pu progresser. Non pas qu'il n'y ait pas eu de journaux yiddish du tout, il y en a eu, mais très peu, en tout cas insignifiant par rapport à la population juive qui habitait les lieux en question, et par rapport, disons, à la culture dominante qui prévalait dans ces mêmes lieux. Il s'agit de l'Allemagne, vous l'avez deviné, ni en Allemagne ni en Autriche, à la fois pour des raisons linguistiques, que je viens simplement de dire, pour des raisons idéologiques, et aussi par le fait qu'il y a eu en Allemagne 400 à 500 000 personnes d'origine allemande qui étaient là depuis très longtemps, dont certains appelaient plus ou moins méchamment ou gentiment, comme on veut, les Yékés, et le yiddish n'a pas mordu. Le yiddish n'a pas mordu parce que la culture allemande a été extrêmement prégnante sur les intellectuels. Y compris sur les juifs qui venaient d'Europe orientale. Oui, mais alors les juifs qui venaient d'Europe orientale, d'abord, n'étaient pas tellement nombreux, et très souvent l'Allemagne a été, hélas, puisque nous savons ce qui est arrivé dans l'entre-deux-guerres, avec l'accession d'Hitler au pouvoir, ça a été un passage. Les gens sont arrivés en Allemagne, ils sont restés quelques années, puis ils sont partis après. Et puis il y a la fameuse histoire que raconte Sholem Aleichem de ce juif yiddishophone d'Europe orientale qui débarque un jour en Allemagne, ou qui passe par l'Allemagne en train, je ne sais plus, et qui raconte à sa femme que ces gens en Allemagne parlent un yiddish, ils parlent yiddish, mais ils ont un accent particulier, et ils parlent en fait une sorte de dialecte yiddish. Disons un yiddish déformé en langue allemande. Déformé. Oui, c'est ça. Il y a un autre pays aussi où ça n'a pas mordu en dehors de l'Allemagne et de l'Autriche, c'est en Hongrie. Alors les raisons sont à peu près les mêmes. Il y a le yiddish était parlé par les Hongrois à la fin du siècle dernier, mais par la suite, la culture hongroise a été extrêmement prégnante et les Juifs se sont beaucoup intéressés à la culture dominante hongroise. Ils en étaient d'ailleurs amoureux et beaucoup d'écrivains juifs sont devenus des écrivains magyars. Et il y a aussi le phénomène de l'assimilation. Alors, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Et ça, c'est la difficulté que rencontrera toujours le yiddish sur son chemin. C'est-à-dire deux choses. D'une part, la culture dominante et d'autre part, l'environnement majoritaire ambiant. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça sera à mon avis, à mon sens, principalement le problème le plus ardu que le yiddish devra résoudre au cours de son existence et qui lui donnera cette vulnérabilité. Alors, parlons des autres centres maintenant. Alors, je les cite dans le désordre, comme je l'ai dit au début. Il y a la Suède, une petite communauté, mais tout de même un premier journal yiddish qui est apparu en 1911, qui s'appelait Das Jiddische Wochenblatt, c'est-à-dire, disons, le journal hebdomadaire en yiddish. Et puis quelques publications éphémères dans l'entre-deux-guerres, dont Jugendstimme, le journal des jeunes, Jiddische Volkszeitung, c'est-à-dire le journal populaire en yiddish, qui a réussi, alors ça je trouve ça absolument extraordinaire, et c'est là que c'est une aventure du yiddish, il a réussi à être quotidien. Un journal de 1917 apparu à Stockholm jusqu'en 1925 et a réussi à être quotidien. Il faut le faire. Il faut d'autant plus le faire. Comment expliquez-vous cette... Je n'ai pas d'explication rationnelle. Je peux simplement dire que les Juifs qui habitaient Stockholm à cette époque, qui devaient être, je pense, peut-être 20 000 en tout et pour tout, avaient voulu avoir leur quotidien. Peut-être y a-t-il eu un riche Crésus ou un mécène ou un homme qui avait beaucoup d'argent, enfin disons un juif qui a voulu créer son journal. En tout cas, s'il y avait un Crésus, sans doute était-il riche.
C'est à peu près évident. C'est une lapalissade, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors ça, il y a la Suède. Il y a eu un éclat fugace aussi après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque des Juifs sont venus de Pologne, ou des Juifs avaient été rapatriés d'Allemagne, des camps des personnes déplacées, et ils sont restés pendant un certain temps à Stockholm avant de partir ailleurs. Bon, j'en termine avec la Suède. Et j'en viens à un deuxième pays, c'est l'Afrique du Sud. Alors oui, nous parlons de l'extrême nord, du descendant dans l'extrême sud. Alors là, c'est intéressant de noter que la presse yiddish d'Afrique du Sud était presque uniquement à Johannesburg. Elle l'est toujours. Elle existe toujours d'ailleurs. Et il y avait le Afrikaner Jiddische Zeitung, le journal africain yiddish, qui était mensuel en 1930, puis un journal qui s'est appelé Dorem Afrique, c'est-à-dire Afrique du Sud, qui est paru et qui est devenu hebdomadaire à partir de 1948. Alors, je passerai rapidement sur l'Afrique du Sud. Il y a actuellement, je crois, 150 000 Juifs. Il y a toujours d'ailleurs des journaux qui paraissent en yiddish, mais vraiment en très peu d'exemplaires. Ce sont de tout petits journaux. Je pense qu'ils sont lus essentiellement par la communauté orthodoxe de l'Afrique du Sud. C'est possible. À l'heure actuelle. C'est possible. Et puis alors, il y a un troisième pays, et là je le connais parce que j'y suis allé, c'est l'Australie. Alors l'Australie, depuis 1928, il y avait un journal qui s'appelait Der Pioneer, le pionnier, qui était mensuel, et dans l'entre-deux-guerres sont parus des mensuels, et après la guerre, des journaux mensuels qui sont devenus hebdomadaires. Le principal était Yiddish Nice, et moi-même je l'ai vu lorsque je suis allé à Melbourne il y a quelques années. J'étais agréablement surpris de voir non seulement qu'il y avait des yiddishistes, et des yiddishistes qui revendiquaient haut et fort leur yiddishkeit, mais en même temps ils avaient un organe, dont les Yiddish Nice. C'est à peu près tout ce qu'on pourrait dire. Bien sûr, on pourrait parler de communautés beaucoup moins importantes, mais je crois que ça, ce sont les principales. La presse yiddish en Israël dans un instant. Von
Alors Henri Minzeles, Israël a une très grande importance dans le monde juif, c'est même le centre du monde et de la culture juive à l'heure actuelle, mais il faut bien dire que le yiddish n'a pas eu en Israël une place considérable. Non, et cela s'explique. Cela s'explique. Il est vrai qu'Israël, c'est une tour de Babel sur le plan journalistique, puisqu'il y a des journaux polonais, il y a des journaux russes, et maintenant il y en aura d'ailleurs qui seront de plus en plus importants. Il y a des journaux français, il y a le Jerusalem Post qui est en anglais. Mais pour le yiddish, ça a été très difficile, et cela s'explique parce que à la création de l'État d'Israël en 1948, la langue qui a été privilégiée, tout naturellement, était l'hébreu, et le yiddish n'a pas eu sa place, ce qui est à regretter d'ailleurs, pendant plusieurs décennies, puisqu'il a fallu attendre vraiment 1970 pour qu'on puisse parler aussi d'une presse yiddish. Et on n'a pas idée aujourd'hui de ce qu'était à l'époque la querelle linguistique en Israël, qui avant la Seconde Guerre mondiale était parfois extrêmement vive. Oui, bien sûr, mais elle n'était pas qu'en Israël. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était d'abord en Palestine, mais c'était surtout dans les différents centres où vivaient les Juifs. Il faut que l'on sache qu'en 1939, il y avait 17 à 18 millions de Juifs qui vivaient dans le monde. Parmi eux, il y avait plus de 10 millions, je le répète, mais je crois qu'on l'a déjà dit une fois quand même. Il y avait 10 à 12 millions de yiddishophones. Et l'hébreu, ceux qui parlaient l'hébreu n'étaient pas très très nombreux, donc c'était un problème idéologique. Mais quand l'État d'Israël a été créé en 1948, on a inversé les facteurs et c'est l'hébreu qui avait été considéré comme la langue du peuple juif qui a eu droit de cité, qui était la seule langue, et ça, c'est à peu près normal, c'est tout à fait normal quand un pays se crée, il a un drapeau, il a des frontières, il a une armée, il a une langue. Mais cela s'est traduit aussi par l'abandon ou le rejet du yiddish et de la culture yiddish. Alors, rejet dans une certaine mesure par certains tenants officiels, disons, du sionisme, encore que je sache que Ben Gourion parlait très très bien le yiddish, il était d'ailleurs très content de pouvoir le parler, mais officiellement il parlait l'hébreu. Ça ne pouvait pas se faire autrement. Alors, vous avez parlé de rejet, abandon. Alors, l'abandon, c'est fait par la force des choses. C'est de la même manière qu'il y avait une érosion du yiddish dans les différents pays. Là, ça a été encore plus net. Toutefois, il ne faut pas oublier que le yiddish a toujours existé en Israël et qu'avant la création de l'État d'Israël, il y avait aussi des journaux yiddish, mais c'était de petits journaux. Après la création de l'État, après 1948, la concurrence donc a érodé le yiddish, qu'on considérait comme une langue diasporique, ce qui est un tort d'ailleurs, et le seul journal vraiment représentatif qui paraît toujours, qui je crois est encore tri-hebdomadaire, c'est Letzte Neues, donc les dernières nouvelles. Ce qu'il y a aussi, il y a d'autres petits journaux yiddish, des journaux d'ailleurs qui suivent plus ou moins toujours ce que j'ai dit en dehors du sionisme, c'est-à-dire le communisme ou le bundisme. Je sais que pour le bundisme, il y a un petit journal qui s'appelle Lebensfrage, qui veut dire les problèmes de la vie. Et il y a surtout, et ça je tiens à insister, la meilleure revue à l'heure actuelle, qui paraît dans le monde entier, paraît en Israël, s'appelle Die Goldene Kate. Die Goldene Kate. Alors il faut ouvrir une parenthèse parce que Die Goldene Kate, c'est-à-dire la chaîne d'or, je la porte dans mon cœur, étant donné que les meilleurs écrivains yiddish, les plus grands intellectuels, collaborent à cette revue. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que c'est une revue qui a des attaches très vilnoises, c'est-à-dire très lituaniennes, et elle est dirigée par un homme de valeur, le plus grand poète yiddish à l'heure actuelle, qui est Avrom Sutzkever. Et Avrom Sutzkever, à longueur de colonne, à longueur de numéro, il est question de la Jérusalem, de Lituanie, dans la Jérusalem, disons, d'Israël. Et aujourd'hui, lorsque l'on veut publier un texte en yiddish, et notamment de la poésie, que l'on habite à New York, en Amérique latine, en France ou en Australie, eh bien, généralement, on le publie dans cette revue israélienne. Oui, et c'est la maison d'édition, il y a d'ailleurs une maison d'édition, il faut dire que cette revue israélienne dépend de la Histadrut, et cette revue israélienne soutient, propose et réussit à faire publier toutes les publications d'une certaine importance de livres en yiddish. Jusqu'à présent, Henri Minzeles, nous avons parlé de la presse yiddish dans un monde qui n'est pas juif. En Israël, c'est tout à fait différent. La presse yiddish est d'abord entourée d'une presse hébraïque, et j'imagine, c'est la première question à ce sujet, j'imagine que un certain nombre de journalistes yiddish sont également des journalistes de la presse hébraïque. C'est exact.
Il y a aussi d'ailleurs des journalistes yiddish qui sont en France comme Léon Lennemann, écrit en yiddish et se fait traduire ses articles qui paraissent dans la presse hébraïque. Et de la même manière, il y a des écrivains yiddish qui écrivent indifféremment dans les deux langues. Bien, alors en tout cas, cette particularité, ce fait que la presse yiddish vit en Israël dans un monde qui est un monde juif et un monde hébraïque, implique un certain nombre de conséquences, j'imagine. Absolument. Quant au contenu de la presse et quant aux relations de cette presse et de ces journalistes avec le monde environnant. C'est vrai parce que le monde environnement est un monde juif. Mais il y a quand même un problème de concurrence, c'est qu'on ne peut pas comparer la presse nationale qui est comme par exemple Aboker ou le Davar ou d'autres journaux. On ne peut pas comparer cette presse yiddish en regard de cette presse nationale, en regard de cette presse hébraïque. Ce n'est plus le cas, ce n'est pas possible. Ceci étant, nous parlons en termes de concurrence, il faut parler aussi en termes de lectorat. Le lectorat en Israël, comme dans les autres pays, s'amenuise petit à petit. Encore qu'il y a à l'Université de Jérusalem, ou à Tel Aviv, ou dans d'autres centres, des gens qui s'intéressent au yiddish parce qu'il y a énormément de documents qui n'ont pas encore été vus ou visités ou utilisés sur le plan du yiddish et qui intéressent les chercheurs. Non, mais sur le plan du contenu de la presse, par exemple, vous avez parlé de Letzten Hayes. Qu'est-ce qui caractérise Letzten Hayes par rapport à d'autres journaux yiddish du monde juif? Il y a une différence fondamentale. C'est ce qui se passe d'abord en Israël et c'est normal puisque c'est un journal israélien de langue yiddish, si c'est ça que vous voulez savoir. Donc c'est un journal qui s'adresse essentiellement à des gens qui vivent en Israël, qui comprennent mieux le yiddish que l'hébreu. Ce ne sont pas des gens qui parlent parfaitement l'hébreu, mais qui voudraient avoir des informations typiquement yiddish. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Enfin, disons qu'il y a un petit côté nostalgique. Il y a des yiddishophones qui parlent parfaitement l'hébreu. Ça, je suis persuadé que tous les écrivains qui collaborent dans la presse yiddish ou qui collaborent à la Goldenekite et qui vivent en Israël connaissent parfaitement l'hébreu. Mais à Yiddishwort, parler yiddish, ça signifie quelque chose. Il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de manifestations sur le plan théâtral, sur le plan folklorique, sur le plan de la chanson, qui se produisent en Israël en yiddish, dont la presse nationale rend compte, mais la presse yiddish a plus forte raison. L'avenir de la presse yiddish en Israël, Henri Milzales? Moi je ne sais pas jouer les augures, je ne lis pas dans le mar de café, je suis incapable de le dire. Je pense que cette érosion peut durer très très longtemps et je pense d'un autre côté qu'il peut y avoir un renouveau. Alors autrement dit, je réponds en normand, disons en normand juif. Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a toujours des possibilités pour le yiddish en Israël, même et peut-être plus en Israël que dans d'autres pays. Henri Milzales, je vous remercie. Après ce tour d'horizon, ce tour du monde de la presse yiddish, aussi bien en Europe occidentale qu'en Amérique du Sud, en Australie, au cours des prochaines émissions, nous aborderons un certain nombre de thèmes généraux. Nous parlerons au cours d'une prochaine émission des grands journalistes yiddish. Nous parlerons également des particularités de la presse yiddish, des liens entre le particularisme juif et l'universel. Nous parlerons également, ce sera notre 12e épisode, des liens entre la presse et la littérature yiddish. Nous parlerons des différentes formes du feuilleton yiddish. Le feuilleton yiddish est un aspect tout à fait primordial de la presse yiddish. Nous parlerons également, ce sera le numéro 14 de notre série, de la vulgarisation scientifique à travers la presse yiddish. Nous parlerons essentiellement du YIVO. Et puis nous conclurons en nous posant une question très simple, à savoir quel est l'avenir de la presse yiddish d'une façon tout à fait générale. La presse yiddish en 1990, est-ce une presse simplement en déclin ou est-ce déjà le début d'un certain renouvellement? Henri Milzales, je vous remercie. Prochain rendez-vous donc, les grands journalistes yiddish. C'était l'aventure de la presse yiddish, une série d'émissions proposées par Radio Communauté Judaïque FM avec le concours de la Fondation Doron.